PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio, c'est tout de suite. Bonjour Marc Ezrati. Et non pas 100% idiot. Non, mais j'ai Bonjour Philippe David, bonjour à tous. Au sommaire cette semaine, frais d'agence à 2000 €, elle est où l'arnaque? On en parlera avec Stéphane Fritz, il est président du réseau Guy Hockey l'immobilier, et avec Frédéric Ibanez, il est président et cofondateur des agences de papa, dont on parle beaucoup en ce moment. 493 et 497, c'est le chiffre de la semaine. À quoi il correspond? La réponse dans quelques minutes avec Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Les vélos dans les copros, c'est le thème du coaching immobilier de Corinne Joly, présidente du groupe PAP, en seconde partie d'émission. Le bien coup de cœur, il nous sera présenté aujourd'hui par Caroline Latour. Elle est consultante immobilier chez Ificity dans la Loire. Enfin, le 48 secondes avec Frédéric Fougera, directeur de la com du groupe Foncia. Avec Fred, cette semaine, on verra quelles possibilités s'offrent à moi si je veux installer une piscine dans mon jardin, mais sans avoir à la déclarer. Tout de suite, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. On démarre, Marc, avec de nouvelles règles en matière d'octroi de prêts immobiliers. Et dès cet été, les recommandations faites aux banques pour mieux encadrer l'octroi des crédits immobiliers deviendra juridiquement contraignante. C'est une annonce qui a été faite cette semaine par le Haut Conseil de stabilité financière. Les banques qui dérogeront aux règles s'exposeront dorénavant à des sanctions. On poursuit, Marc, avec des délais de vente qui se raccourcissent dans les grandes villes. Et près de la moitié des grandes métropoles françaises ont vu leur délai de vente se réduire à 42 jours. Alors, parmi les villes qui ont vu leur prix immobilier grimper au printemps 2021, on retrouve Nantes, Strasbourg, Lille ou encore Paris. Allez, Philippe, on finit ce petit journal avec une histoire d'une fonctionnaire de police qui recrute des faux policiers, mais des vrais voyous, pour déloger les locataires de sa propre maman. Racontez-nous cette histoire. Pour faire expulser les locataires de sa mère, une femme avait embauché le mois dernier des faux policiers pour secouer un couple résident. Le 20 mai dernier, à Launaguet, c'est juste à côté de Toulouse, deux locataires avaient reçu la visite de deux faux policiers venus les expulser. Le couple de trentenaires n'ayant pas payé son loyer depuis 2 mois, la propriétaire de l'appartement lui avait demandé de quitter les lieux. La propriétaire aurait donc demandé à sa fille d'embaucher de faux policiers afin de faire peur à ses locataires et récupérer au passage ses biens et ses 1200 € de loyer. Les suspects s'étaient alors présentés à l'appartement munis d'un signe de police, d'armes et d'une fausse lettre d'huissier. D'après nos amis de la Dépêche du Midi, la fille de la propriétaire est elle-même policière. Elle aurait d'abord utilisé sa fonction pour effectuer des recherches sur les locataires de sa mère, puis avait embauché 2 hommes de main très défavorablement connus des services de police et avec des casiers judiciaires bien fournis. La propriétaire avait accepté de verser, excusez-moi, c'est drôle, à ces 2 voyous 2000 € pour effectuer cette batte besogne pour récupérer 1200 € de loyer quand même. Donc c'est très rentable. Prévenus par les locataires, les gendarmes ont fini par interpeller tout ce beau monde. Depuis, les 2 faux policiers et la propriétaire ont été placés en détention provisoire. On se pose une question, que fait la police? Exactement. Bon, alors, vous avez évoqué justement 2000 €. Figurez-vous que c'est aussi justement le sujet, mais cette fois-ci dans le Mac de la semaine. Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Et donc, on parle d'honoraires d'agence à 2000 €. Elle est où l'arnaque? C'est le thème de l'émission. Pour en parler avec nous, Stéphane Fritz, président du réseau Guy Hockey, Frédéric Ibanez, président des agences de papa. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Frédéric Ibanez, on va déjà jeter un œil dans le rétro. Il y a quelques années, il y a une agence immobilière qui est arrivée en France avec un concept totalement inédit, des honoraires d'agence à 2000 €. Cette agence a dépensé des millions d'euros en campagne de publicité, un peu comme vous aujourd'hui, parce qu'on vous voit partout, notamment sur les matchs de l'Euro. Mais cette agence, Marton, elle a disparu. Elle a disparu très vite après. Alors ma question ce matin, elle est simple, Frédéric. Qu'est-ce qui fait qu'avec les agences de papa et ses honoraires à 2000 €, ce modèle, il fonctionnera?
Bien sûr, je pense qu'il y a une question de timing, il y a une question d'équipe, c'est important parce que finalement, au bon timing avec une bonne équipe, la conséquence c'est l'argent. Ils ont démarré avec de l'argent, ils n'étaient pas forcément au bon timing. Il y a eu le Covid entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, enfin on l'a tous vécu, et ça a permis au marché, il y a une demande de digitalisation dans tous les secteurs. Donc, et ce que faisait cette société à l'époque n'avait pas forcément les outils digitaux pour le faire. C'était pas le bon timing. Aujourd'hui, je pense que c'est le timing et on est au bon moment pour arriver à digitaliser ce secteur. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Marc. Président du réseau Gay-OK. Des honoraires d'agence à 2 000 €, c'est sérieux selon vous ou ça casse quelque chose ? Alors déjà, je vais revenir sur ce que vous venez de dire. Marton, c'est pas juste avant le Covid, c'était bien avant. Ça a déjà essayé ce modèle. S'il suffisait, il faut se poser la bonne question, s'il suffisait de descendre les honoraires, compte tenu de la concurrence qu'il y a en France, croyez-moi, les grands réseaux organisés l'auraient déjà fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il n'y a rien digitalisé dans l'équipe de les agences à papa, si ce n'est que c'est un site d'annonce pour moi. Et si vous opposez ça à d'autres sites d'annonce, il y a PAP qui fait ça très très bien, aux alentours de 700 €. Donc vous allez être en concurrence avec quelqu'un qui a déjà du monde sur le territoire national, qui le fait très bien en termes de coaching, et qui a un site d'annonce qui est très ancien, une entreprise extrêmement rentable. Donc c'est pas un sujet pour nous aujourd'hui. C'est un site d'annonce comme un autre. Bon, si ce n'est qu'il y a marqué les agences et que ça tronque un peu. Ce qui pose vraiment question aujourd'hui, c'est la levée de fonds et la valorisation. Pas en bourse, bien évidemment, on est dans l'Euronext aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une antichambre de la bourse, c'est cette valorisation à 328 millions. On essaiera de revenir sur ce point-là juste après avec Frédéric. Frédéric Ibanez, juste avant d'aborder ce sujet, qu'est-ce qu'on a finalement pour 2 000 €? Oui, je vais vous répondre. Un site d'annonce, il y en a des sites d'annonce, il y a Se Loger, Le Bon Coin qui le font très bien. PAP, vous en parlez, quand ils sont arrivés, PAP, tout le monde les a critiqués. Quand les réseaux de mandataires sont arrivés, tout le monde les a critiqués. Quand les notaires se sont mis à faire de la transaction, tout le monde les a critiqués. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que les outils de digitalisation, ils existent depuis un petit moment, ils ne sont pas forcément utilisés non plus. Et qu'à partir de là, on est capable aujourd'hui... Frédéric, répondez-moi à ma question. 2 000 €, qu'est-ce que les gens ont pour 2 000 €? Pour 2 000 €, alors, pour 2 000 €, on publie sur tous les sites d'annonce. On fait exactement le même travail que vous. Exactement la même chose. Et si vous me permettez, je vais rentrer dans le détail. On est payé au résultat. Donc, quand j'entends le mot arnaque, il n'y a pas de paiement d'avance. Sur PAP, on paye d'avance. On n'est pas sûr du résultat. On diffuse partout. On s'occupe de réceptionner tous les appels, on le fait sur une plateforme. Okay, on vérifie la solvabilité des acquéreurs. Dans le micro. On vérifie la solvabilité des acquéreurs. Et également, derrière, on fait les visites. Beaucoup de personnes disent qu'on ne fait pas les visites. On utilise les mêmes services que vous. Il y a une société qui s'appelle Flatsy, en France, qui organise des visites. Ça coûte une 50aine d'euros et tous les grands réseaux l'utilisent. Donc, écoutez, regardez les contrats des grands réseaux. Ils travaillent tous avec cette start-up et ça permet d'organiser les visites. Maintenant, 95% de nos clients, aujourd'hui, font les visites par eux-mêmes. Parce que, quelque part, les personnes sont aussi aiment recevoir le client, savent très bien parler de leur appartement. Et nous, finalement, on a 5% de visites. On se retrouve avec 5% de visites aujourd'hui. Stéphane Fritz, c'est le même tarif, vous savez, c'est fixe, c'est un tarif fixe, payé au résultat. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va laisser Stéphane Fritz réagir. Alors, il n'y a rien de digital chez les agences de papa, donc il n'y a rien de digital. Vous voulez parler de digital réellement dans l'immobilier, vous parlez de la visite virtuelle, il n'y en a pas une chez eux, il y a 1200 agences à tout casser. Aujourd'hui, quand on savait qu'on avait rendez-vous avec vous, on a fait interroger une vingtaine d'agences et on a fait appeler votre site. On nous a expliqué qu'il fallait faire notre prix nous-mêmes et faire nos visites nous-mêmes. À ce prix-là, très sincèrement, PFP, déjà, le fait bien mieux que vous, à 3 fois moins cher. Vous n'êtes pas mon concurrent. Le prix vous-même. Laissez-moi terminer. Non, mais juste une chose. Laissez-moi terminer. Vous n'êtes pas mon concurrent. Vous n'êtes pas mon concurrent. 2, pourquoi vous n'êtes pas mon concurrent? Parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans une agence Gay-OK, on accompagne dans le financement, dans la gestion, on fait les audits patrimoniaux, on accompagne dans les assurances, on transfère les comptes gaz, EDF, on inscrit presque les enfants à l'école. Donc aujourd'hui, on fait les déménagements, on prête les camions. Enfin, on fait pas du tout le même métier, quoi. Encore une fois, moi, ce qui m'interroge, moi, je pense que votre modèle, il va s'écrouler assez rapidement. Je m'interroge sur la levée de fonds et la valorisation. C'est ça, à mon sens, le vrai sujet. Vous faites tout. Nous, on fait une chose. Vous faites tout. Vous déménagez, vous vous occupez de tout, vous amenez les enfants à l'école, c'est formidable. Nous, on fait une chose. Simple. On fait de la transaction.
c'est 2 000 euros payés au résultat. C'est très simple. C'est aussi simple que ça. On n'a pas la prétention de tout faire. Vous avez fait 29 000 euros l'an dernier. C'est ce que fait un collaborateur le mois dernier. Donc, c'est très bien. Je suis très heureux pour vous. Moi, je suis très heureux d'avoir. Ne dites pas que vous faites de la transaction. Bien sûr, messieurs, ne dites pas que vous faites de la transaction. Vous ne faites pas de transaction. C'est encore moi le patron de cette émission. Stéphane Fritz, les agences de papa ont quand même le mérite de poser un vrai sujet, les frais d'agence qui sont élevés en France. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français. Alors, déjà, ça c'est un sujet, je voudrais bien revenir, autrement que pour 7 minutes, c'est un vrai sujet de fond, parce qu'il est important de détailler, de rentrer dans le détail. On mélange les choux, les betteraves, les carottes, les navets, on fait pas le même métier. Encore une fois, il y a des gens qui aujourd'hui payent des services. J'ai jamais été autant, depuis la période du Covid, interpellé sur le service client, pour des clients qui disaient non seulement, c'est pas le problème de la com, ils voulaient payer 50 000 euros de plus le bien, et ils nous disaient, j'ai mon offre, j'ai pas de conditions suspensives, et j'aurais... Donc on n'a pas aujourd'hui la com d'agence, il y a un service en face, et c'est ce qu'il faut vérifier. Et une dernière chose, moi j'ai démarré il y a bien longtemps l'immobilier, aujourd'hui c'était à peu près 45-50% des gens qui passaient par des pros, aujourd'hui c'est près de 70%. Donc si la com était trop chère, il ne viendra pas chez nous aujourd'hui. Frédéric Manès, 30 secondes s'il vous plaît. Vous souhaitez viser 50 000 transactions en 2 ans. Franchement, ça me paraît beaucoup. Est-ce que vous n'êtes pas, si je veux reprendre l'expression de Teddy Riner dans vos pubs, est-ce que vous n'avez pas dans le mur? Franchement. Est-ce qu'on va pas dans le mur? Franchement, je pense qu'on répond à un besoin. Quand j'entends que les gens sont prêts à payer 50 000 euros de plus et sont prêts à payer des commissions à 25 000 euros, moi je réponds à une chose. 2 000 euros, c'est pas rien. C'est déjà 2 000 euros, c'est quoi? C'est le salaire moyen des Français. Une commission de 25 000 euros. Aujourd'hui, ça représente 1 an et demi à 2 ans de travail pour beaucoup de personnes. Je pense que ça peut plus tenir. Je pense que ce n'est pas le modèle de demain. Le marché, même avec des taux très bas, le marché n'augmente plus de cette façon. Je pense que les choses doivent changer. En tout cas, nous, on propose une alternative. Voilà, on s'est battu pour le faire. On le fait avec. On a créé plus de 120 emplois qui sont là en CDI et qui répondent à une demande. On a des clients, donc il faut les respecter. On a un réseau qui s'est développé très rapidement. Et en effet, aujourd'hui, ça permet d'avoir une alternative. C'est ce qu'on propose. On avait compris. Stéphane Fritz en 10 secondes, la conclusion, et on passe à Michel Leschneau. Alors déjà, ça ne s'est pas développé rapidement, si ce n'est que la pub. Aujourd'hui, je pose la question. Pour moi, c'est pas un modèle et ça va s'écrouler, et encore, c'est pas concurrent avec nous. En revanche, je vous dis, il y a un vrai problème de valorisation et de levée de fonds, et j'ai l'impression de faire une mission avec Madoff, Vivant et Libre. Donc j'interroge vraiment sur ce sujet-là. Il y a des petits épargnants qui vont peut-être mettre des ronds chez vous, et ça peut être dangereux. Des petits épargnants en été. Écoutez, ce que je vous propose, à la rentrée prochaine, en octobre, on se retrouve et on verra où on en sera à ce moment-là. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir fait le détour par les studios de Sud Radio. On passe tout de suite à Michel Leschneau. Bonjour Michel. Bonjour Marc, bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va super. Dites-moi, mon cher Michel, vous avez 40 secondes pour nous dire qu'est-ce que c'est que ce chiffre de 497 €. Eh bien écoutez, selon une étude de Se Loger, 497, c'est la somme maximum en euros qu'un étudiant se dit prêt à dépenser pour se loger. Un étudiant francilien est même prêt à consacrer 592 € par mois à son logement. Alors qu'aux provinces, le montant maximum qu'un étudiant sera prêt à payer pour son loyer ne dépassera pas les 470 €. D'après nos chiffres, 70% des étudiants engloutissent plus d'un tiers de leur budget rien qu'en loyer. Du coup, pour s'en sortir, les étudiants actionnent divers leviers, solidarité familiale, APM et même Resto du Cœur pour certains. Mais au final, la plupart des étudiants pour payer leur loyer rognent sur d'autres budgets pourtant essentiels, comme la nourriture ou encore la santé. Résultat, 83% des étudiants que nous avons interrogés estiment même faire partie d'une génération qui aura été sacrifiée sur l'autel du Covid. Ah, les choses, Marc, ont bien changé depuis l'époque où vous usiez vos jeans sur les bancs de la fac. Les francs n'existent plus, comme vos cheveux d'ailleurs. Mais rassurez-vous, on chante toujours Génération désenchantée. Michel Leschneau, taquin un jour, taquin toujours. Merci à vous et à la semaine prochaine. Quand vous étiez à la fac, on comptait encore en piastres, mon cher Marquez Ratti. Ah bah vous, c'est pas un taquin 2 fois plus. Hein. On parle IMO, on marque une pause. On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio. On vous retrouve, Marc, avec Corinne Joly, présidente du groupe PAP. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors Corinne, le 3 juin dernier, c'était la journée mondiale du vélo. Et ça tombe bien puisque cette semaine, on va parler de vélo. On va pédaler tous les deux. Avec Philippe. Oula, ça m'a l'air louche votre plan. Mais des vélos vous avez qui jamais fait du tandem?
Voilà, ou du tridème, je sais pas comment on peut appeler ça. Le tridème, le quadridème, des vélos qui se vendent comme des petits pains, mais qui sont aussi depuis pas mal de temps, de plus en plus, ça pose des problèmes dans les copros. En effet, il s'est vendu 2 700 000 vélos en 2020, donc le vélo n'a pas connu la crise sanitaire et ça pose des problèmes surtout en ville parce que c'est beaucoup devenu un moyen de transport en ville. Or, les vélos, il faut les garer et dans les immeubles anciens, il y a souvent pas de local vélo, donc on ne sait pas où les garer et ça se finit en pneus crevés et autres joyeusetés dans les copropriétés. Voilà. Alors, justement, Corinne, comment on fait pour éviter ces tensions ? On peut commencer par écouter la Minute Zen de Carole Serra. Voilà. Oui, bonne remarque, c'est bien. Bonne idée. Voilà, et c'est probablement le plus constructif parce que vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de solutions sur les immeubles anciens. Il faut partir du principe que tous les résidents d'un immeuble collectif, qu'ils soient locataires ou propriétaires, ont les mêmes droits et ces droits, ça ne leur permet pas d'encombrer les parties communes. Donc que vous soyez locataire ou propriétaire, vous n'avez pas le droit de mettre votre vélo n'importe où dans la copro. Et ça finit du coup en généralement personnes qui trimballent leur vélo dans les escaliers, quitte à abîmer des fois les parties communes pour mettre ça dans leur appartement. Voilà, et c'est ça qui génère des tensions. Alors effectivement, Corinne, vous avez parfaitement raison de le signaler. C'est quand même fou qu'il n'existe pas une loi récente sur le sujet, parce que le développement des vélos, ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Alors si, il y a une loi, mais autant pour moi. La loi ne règle pas le problème, comme souvent. C'est que la loi, elle... C'est vachement utile, les elle lois. est là pour être contournée. Moi, j'adore parler des lois utiles. Voilà, une loi la loi, elle contournée. concerne en fait que les immeubles neufs. Dans les immeubles qu'on construit maintenant, il doit y avoir de la place pour ça. Mais ça change pas le fait que dans un immeuble ancien, en général, il n'y a pas la place. Donc c'est pas la loi qui va créer des mètres carrés dans les immeubles anciens. Voilà, c'est pour ça que ça reste une loi, quoi. Ouais, c'est une loi, quoi. Mais justement, dans ces immeubles souvent anciens, il y a des parkings et on ne trouve pas les espaces nécessaires. Alors, effectivement, les parkings, ça peut être une solution. Il y a une autre loi, la loi Allure, qui impose aux syndics de copropriété des immeubles disposant d'un parking de proposer aux copropriétaires la création d'un local. Maintenant, il faut que les copropriétaires le votent. Ça doit être soumis donc à l'approbation de la majorité absolue. Et ça, du coup, ça dépend complètement du nombre de cyclistes dans l'immeuble. Et surtout dans les propriétaires. Alors, si je comprends bien... Ça me fait toujours marrer ça quand je vous dis ça, Corinne. Mais si je comprends bien, la seule solution, c'est de gagner de la surface sur les places de parking existantes. Oui, s'il y a de la place, en général, c'est dans les parkings. On pourrait se dire que la tendance est à la réduction des voitures en ville, mais en fait, c'est pas complètement vrai parce que il y a aussi de moins en moins de places de parking en ville et du coup, les places de parking sont de plus en plus recherchées. Or, pour créer un local qui sera une partie commune sur des places de parking privatives, il faut que la copropriété rachète ses places à celui qui va perdre sa place, donc le copropriétaire concerné. Et ça doit être fait au prix du marché. Donc, tout d'un coup, ça fait quand même des coûts. Et ça peut dissuader des propriétaires qui ne sont pas toujours cyclistes de faire ce vote. Donc en résumé, tant que les cyclistes sont minoritaires dans un immeuble, peu de chance pour qu'un local soit créé. Exactement, parce que en effet, il faut à chaque fois passer par le vote et encore une fois, les locataires en copropriété, ils ne votent pas. Et les propriétaires cyclistes occupants, on va être concret, souvent c'est quand même des personnes qui sont plus âgées que les locataires et donc c'est un peu moins des cyclistes. Voilà. Ouais. Donc il y a une nouvelle loi maintenant, et oui, on fait des lois, il y a une loi fin 2019 qui est arrivée, la loi orientation des mobilités, qui autorise les copropriétaires à aménager un local vélo à leurs frais. Donc ça veut dire que les seuls copropriétaires cyclistes peuvent faire ça dans leur coin sans avoir besoin d'obtenir l'accord des autres, mais il faudra quand même qu'ils obtiennent un accord de principe sur une majorité simple en assemblée générale. Donc c'est pas gagné. Ouais, donc du coup, c'est pas fini de voir des vélos sur les balcons, quoi, en gros. Voilà. En plus, c'est alors sur les balcons, je le précise quand même parce qu'en effet, c'est fréquent qu'on voit ça. Les locataires et les propriétaires mettent soit ça à la cave, soit dans leur entrée. Il y a aussi les balcons, mais alors là, il faut savoir que vos voisins, vos copropriétaires peuvent vous l'interdire. Donc, ouais, parce que c'est encombrer le balcon. Normalement, c'est interdit aussi parce que c'est moche en façade. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut envisager le vélo pliant. Oui, ou alors peut-être la trottinette.
Ah, je vois que vous êtes dans l'équipe trottinette. Mais plutôt trottinette. Mais je pense que c'est pour ça aussi que les trottinettes sont beaucoup développées parce qu'il n'y a pas ce problème de stationnement. Mais bon, moi, chacun ses goûts. Moi, les trottinettes, je suis déjà monté dessus, je me suis cassé la gueule, donc je vais rester sur les vélos pliants. Merci Corinne. Merci pour toutes ces infos. On rappelle que nos chers auditeurs, vous pouvez prendre rendez-vous sur pap.fr avec un coach immobilier. On est ce matin avec Caroline Latour d'Efficity. Bonjour Caroline. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors, vous avez un bien coup de cœur à nous présenter. Allez-y assez rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. Allez, c'est parti. Je vous emmène à quelques minutes de Montbrison, donc à Sur-Île-Comtal. C'est une maison de 110 mètres carrés. On a une grande pièce à vivre de 49 mètres carrés, 4 chambres, dont 2 en rez-de-chaussée, garage tenant, grand terrain clos, piscinable, je le précise, et un petit coup de cœur pour sa belle terrasse avec barbecue et four à pizza pour recevoir la famille et les amis. Le prix de cette maison ? 279 000 euros. Parfait. Donc, merci Caroline Latour, consultante immobilier chez Efficity dans la Loire. Les images de ce bien, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Tout de suite, le 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, je souhaite installer une piscine dans mon jardin, mais sans avoir à la déclarer. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi ? Bonjour Marc. Les conditions pour jouir d'une piscine sans autorisation administrative, c'est-à-dire sans déclaration de travaux ou permis de construire, sont limitées, mais elles existent. Tout d'abord, il est possible d'installer sans autorisation une piscine gonflable ou une piscine hors sol. Attention, son bassin doit rester inférieur à 10 mètres carrés. S'il est supérieur à 10 mètres carrés, la durée d'occupation au sol ne devra pas dépasser 3 mois, voire beaucoup moins si vous êtes dans un secteur dit sauvegardé. Enfin, pour les piscines hors sol, si elles reposent sur une structure maçonnée, l'emprise au sol sera considérée comme permanente et donc soumise à autorisation. Maintenant, pour une vraie piscine en dur, sans permis de construire ou déclaration préalable, celle-ci doit avoir un bassin d'une superficie également inférieure à 10 mètres carrés. Et on parle bien du bassin et non de l'emprise au sol. Attention, si votre maison se trouve en secteur sauvegardé, vous devrez toujours respecter d'abord la réglementation locale. Attention aussi, si vous construisez un abri technique avec la piscine ou si vous construisez une terrasse attenante, une autorisation administrative peut être requise. Voilà Marc pour votre piscine et inutile de chercher à cacher votre construction derrière quelques arbustes touffus. Rien n'est plus facile à détecter par une vue aérienne ou un drone qu'une piscine non déclarée. Merci Frédéric Fougerat et à la semaine prochaine. On rappelle également à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. En parle IMO, c'est terminé. Très bon week-end mon cher Philippe. Merci, bon week-end.